Et très précisément, qu'est-ce qu'elle désire? Le terme will, dans cette expression, pouvant avoir ce sens dans la langue allemande. Sommes-nous là-dessus beaucoup plus avancés? Assurément, je crois qu'il ne sera pas vain que je vous montre à l'occasion quelque sorte d'évidement, de progrès de la recherche analytique. Cela représente autour d'une question qui n'est pourtant pas une question dont on peut dire que ce soit l'analyse qui en ait été l'initiatrice. Disons que l'analyse, et précisément la pensée de Freud, est liée à une époque qui avait articulé cette question avec une instance toute spéciale, le contexte ibsénien des années de la fin du XIXe siècle, dans lequel mûrit la pensée de Freud, ne saurait être ici négligée. Et le problème de la sexualité, vu dans la perspective de la demande féminine, est quelque chose dont il est en somme très étrange que l'expérience analytique ait plutôt étouffé, amorti, éludé les zones. Second idéal, qui est aussi tout à fait frappant dans l'expérience analytique, je l'appellerai idéal de l'authenticité. Je n'ai pas besoin, je pense, de mettre là-dessus beaucoup d'accent. Je pense qu'il ne vous échappe pas que si l'analyse est une technique de démasquage, elle suppose cette perspective, cet idéal. Mais à la vérité, ceci va plus loin. Ce n'est pas seulement comme chemin, étage, échelle de progrès que de l'authenticité se propose à nous. C'est bel et bien aussi dans une certaine norme du produit achevé, de quelque chose qui est encore désirable, donc une valeur, de quelque chose d'idéal, et quelque chose sur lequel nous sommes amenés même à poser des normes très fines, cliniques. Quelque chose dont je vous montrerai l'illustration, par exemple, dans les observations cliniques très subtiles qui sont celles d'Hélène Deutsch, concernant un certain type de caractère et de personnalité dont on ne peut pas dire qu'il soit ni mal adapté, ni qui fasse défaut aucune des normes exigibles de la relation sociale, mais dont toute l'attitude, le comportement, est perçu dans la reconnaissance de qui? De l'autre, d'autrui, comme marqué de cet accent qu'elle appelle en anglais le as if ou le als ob, qui est quelque chose où nous touchons du doigt qu'un certain registre qui n'est pas défini, ni simple non plus, autrement que dans des perspectives d'expérience morale, est là, présent, directeur, exigible, dans toute notre expérience, et qu'il convient aussi de voir, de mesurer, jusqu'à quel point nous y sommes adéquates. Car c'est là que je voudrais en venir, à savoir qu'en somme, quelque chose d'harmonieux, de plein, cette sorte de pleine présence qui est ce dont nous mesurons si finement, en tant que cliniciens, le déficit. Est-ce que ce n'est pas en quelque sorte à mi-chemin de ce qu'il faut pour l'obtenir que notre technique, celle que j'ai appelée la technique de démasquage, s'arrête? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que nous pourrions appeler une science des vertus, une raison pratique, un sens du sens commun, dont il est intéressant de se demander ce que signifie notre absence sur ce terrain? Car, à la vérité, on ne peut pas dire que nous intervenions jamais sur le champ d'aucune vertu. Nous déblayons des voies et des chemins, comme je l'ai déjà dit, et là nous espérons que ce qui s'appelle vertu viendra fleurir. De même, nous en avons forgé un,
un troisième depuis quelque temps, dont je ne suis pas tellement sûre qu'il appartienne à la dimension originale de l'expérience analytique. C'est celui d'un idéal de non-dépendance, ou plus exactement une sorte de prophylaxie de la dépendance. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas, là aussi, une limite, une frontière très subtile qui sépare ce que nous désignons comme désirable dans ce registre, au sujet adulte, et les modes sous lesquels nous nous permettrons d'intervenir pour qu'il y parvienne. Il suffit pour cela de se rappeler les réserves, à vrai dire fondamentales, constitutives, de la position freudienne concernant tout ce qui s'appelle éducation à proprement parler. Sans doute sommes-nous, et plus spécialement les psychanalystes de l'enfant, amenés à tout instant à empiéter sur ce champ, ce domaine, à opérer dans la dimension de ce que j'ai appelé ailleurs, dans un sens étymologique, une orthopédie. Mais il est tout de même tout à fait frappant qu'aussi bien par les moyens que nous employons que par les ressorts théoriques que nous mettons au premier plan, il y a quelque chose de tout à fait frappant dans ce qu'on peut appeler une éthique. Il y a une éthique de l'analyse, c'est l'effacement, la mise à l'ombre, le recul, voire l'absence d'une dimension dont il suffit de dire le terme pour s'apercevoir ce qui nous sépare, ce qui nous divise de toute l'articulation éthique avant nous. C'est l'habitude, la bonne ou la mauvaise habitude. C'est là quelque chose en soi à quoi nous nous référons d'autant moins que le registre, l'articulation de l'analyse s'inscrit dans des termes tout différents, dans des termes de trauma et en des termes de leur persistance. Sans doute avons-nous appris à atomiser ce trauma, cette impression, cette marque, mais l'essence même de l'inconscient s'inscrit dans un autre registre que celui sur quoi Aristote, dans l'Éthique, lui-même met l'accent d'un jeu de mots. Ethos accent grave, ethos accent circonflexe. C'est-à-dire l'habitude, ethos accent grave, alors qu'il s'agit ethos accent circonflexe, c'est-à-dire d'éthique, qu'on peut centrer entre les deux mots. Il y a des nuances extrêmement subtiles sur lesquelles nous aurons à revenir, qu'on peut centrer sur le terme de caractère. L'éthique, dans Aristote, c'est une science du caractère, la formation du caractère et une dynamique des habitudes. C'est plus qu'une dynamique des habitudes, c'est une action en vue des habitudes, un dressage, une éducation. Il faut avoir un instant parcouru cette œuvre si exemplaire, ne serait-ce que pour nous permettre de mesurer la différence des modes de pensée qui sont les nôtres, avec ceux d'une pensée qui ne se présente en rien d'autre que comme une des formes les plus éminentes de la réflexion éthique en cette matière. Pour pointer ce quelque chose à quoi ces prémices d'aujourd'hui nous amènent, je vais vous dire ceci, c'est que si abondantes que soient les matières dont j'ai essayé de montrer ce matin les perspectives, c'est d'une position tout à fait radicale que j'essaierai la prochaine fois de partir, et qui n'est rien de moins que ceci. Pour repérer quelle est l'originalité de la position freudienne en matière d'éthique, il y a quelque chose qui est absolument indispensable à mettre en relief. C'est un glissement, un changement d'attitude dans la question morale comme telle. Vous le verrez, dans Aristote, le problème est le problème d'un bien, d'un souverain bien. Et nous aurons à mesurer pourquoi Aristote tient à mettre l'accent sur le problème du plaisir, de sa fonction dans l'économie mentale de l'éthique depuis toujours.
C'est là quelque chose que nous pouvons d'autant moins éluder que, comme vous le savez, c'est le terme, le point de référence de la théorie freudienne concernant les deux systèmes, psy et phi, les deux instances psychiques qu'il a appelées processus primaire et secondaire. Est-ce bien de la même fonction, du même rôle qu'il s'agit concernant le plaisir dans l'un et l'autre cas, dans l'une et l'autre de ces élaborations? Vous le verrez, il est presque impossible de repérer cette différence, de trancher ce point, si nous ne nous apercevons pas de quelque chose qui est arrivé dans l'intervalle et dont nous aurons forcément, encore que ce ne soit là ni la fonction, ni quelque chose à quoi la place que j'ai ici semble me forcer, à quelque chose que nous ne pouvons nous-mêmes pas éviter, à une certaine investigation du progrès historique qui est le suivant. C'est ici que les termes dont je me sers, et dont vous savez que les premiers, à savoir le symbolique, l'imaginaire et le réel, sont presque toujours les termes directifs auxquels nous avons affaire, eh bien il s'agit justement de quelque chose qui nous permet de poser, dans ces trois registres, ce que j'appellerais nos termes de référence quant à des catégories dont il s'agit maintenant de bien mesurer la nature. Ces catégories, quelles sont-elles? Il est certain que plus d'une fois certains d'entre vous se sont demandé, du temps où je parlais du symbolique et de l'imaginaire, et de leur interaction réciproque, ce que c'était en fin de compte que le réel. Eh bien, chose curieuse, pour une sorte de pensée sommaire, qui penserait que toute exploration de l'éthique doit viser dans un domaine, disons, de l'idéal, sinon de l'irréel, vous verrez au contraire que c'est corrélativement dans le sens d'un approfondissement que cette notion du réel, et inversement, que c'est pour autant qu'il s'agit d'une orientation du repérage de l'homme par rapport au réel, que la question éthique, je dis pour autant que la proposition de Freud nous fait faire un progrès, s'oriente et s'articule. Et pour le concevoir, il faut voir ce qui s'est passé dans l'intervalle, ce qui s'est passé au début du XIXe siècle. C'est quelque chose que nous appellerons la conversion ou réversion utilitariste. Jusqu'à un certain moment, sans doute, lui, tout à fait historiquement conditionné, que nous pouvons spécifier par un déclin radical de la position et de la fonction du maître, lequel régit, vous le verrez évidemment, toute la réflexion aristotélicienne et conditionne sa durée à travers les âges, c'est à la limite précise où nous allons arriver à cette dévalorisation si extrême de la position du maître, qui est celle d'Hegel, qui fait du maître en quelque sorte la grande dupe, le cocu magnifique de l'évolution historique, faisant passer toute la vertu du progrès du travail par les voies du vaincu, c'est-à-dire de l'esclave. C'est dans la mesure précise où quelque chose est radicalement changé dans la vision du maître, qui, originellement, dans sa plénitude, au temps où il existe, à l'époque d'Aristote, il est bien autre chose que la fiction hegelienne. La position hegelienne n'est en quelque sorte que comme un envers, un négatif, le signe de sa disparition. C'est peu de temps avant donc ce terminus que se lève, affectant le sillage du succès, une certaine pensée dite utilitariste, dans le sillage d'une certaine révolution également dans les rapports interhumains, dérogation utilitariste, laquelle est loin d'être cette pure et simple platitude que l'on suppose.